Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle... Oui, bien sûr. Un sondage. Un sondage qui, encore une fois de plus, chaque fois je le répète, mais parce que c'est nécessaire que vous compreniez bien la subtilité de la chose, même si malheureusement ce sont des éléments qui servent au narratif, qui servent à l'idéologie. Sur le fait que les sondages, première chose qu'il faut regarder, c'est déjà qui l'a fait et sur quel panel il l'a fait. Très important. Mais néanmoins, ce sondage révèle que un pourcentage non négligeable de Français considèrent que le Rassemblement national est beaucoup plus crédible que la France insoumise. Alors évidemment, certains diront « c'est juste un sondage, on connaît la valeur ». Alors évidemment, ça renforce un petit peu le positionnement du Rassemblement national aujourd'hui sur le paysage politique français. Je rappelle qu'on dise ce qu'on veut sur le fait que c'est un parti d'extrême droite pour les uns, un parti de rassemblement souverain pour les autres. J'ai envie de dire, malheureusement, les uns et les autres sont complètement à côté de la plaque. Mais ceci dit, ça fait partie du folklore politique français parce que c'est nécessaire. Il faut toujours des antagonismes, il faut toujours des extrêmes pour justifier l'existentialisme même des autres partis politiques. S'il n'y avait pas les extrêmes, il faudrait les inventer. C'est bien connu. Pourquoi je vous incite à prendre du recul par rapport au Rassemblement national et éviter les clichés, les images d'Épinal, simplement parce que Bardella, qui je rappelle est le président aujourd'hui du Rassemblement national, a été au fameux dîner de Macron. Alors un dîner, il y a quand même des gens, je crois qu'il y a, je crois que le PS était là, il y avait les écologies, Europe Écologie Les Verts aussi qui étaient présents, je crois qu'il y a les communistes aussi qui étaient présents, je crois que les LFI n'y sont pas allés, je ne sais plus quel autre parti n'y est pas été, enfin bref. Oui, non, Zemmour, il n'a pas été invité. Bon, enfin bref. Et là, je dis attention. Attention parce que qu'est-ce que ça cache ? Qu'est-ce que nous réserve Macron ? Pour rencontrer comme ça, dans un dîner, un certain nombre de personnalités de la représentation politique française, pour discuter de quoi ? Pour discuter de savoir qu'est-ce que eux pensent, qu'est-ce que eux veulent, qu'est-ce que eux revendiquent. Mais je veux dire, est-ce qu'il a besoin de faire un dîner à Macron pour le savoir, ça ? Je pense pas. Alors, c'est quoi le but du dîner ? S'envoyer des politesses, des courtoisies ? Ou alors, peut-être que Macron a quelque chose derrière la tête. Quelque chose comme, par exemple, l'idée de dissolution de l'Assemblée nationale. Mais pour ça, il faudrait qu'il y ait une grosse crise, que le gouvernement, encore une fois de plus, soit remis en question. Mais en matière de grosse crise, j'ai envie de dire, les médias BFM, CNews, LCI, TF1, France Télévisions, France Inter, Europe 1, RTL, RMC, tout team, sont pas très loquaces sur ce qui est en train de se passer sur le plan de la finance internationale. Parce que la situation commence, là vous commencez à voir des lanternes rouges qui s'allument un petit peu partout. Surtout aux États-Unis, vous avez la JP Morgan là, qui vient de tirer la sonnette d'alarme parce que ils sont pas certains de faire leurs chiffres cette année. Goldman Sachs également. Vous avez, pour la France, vous avez Natixis
Natixis qui fait de temps en temps son petit rapport, mais pareil, c'est des rapports, c'est long, c'est technique, mais c'est très instructif parce que même si certains discours sont très rassureurs, pour des assureurs aussi, il y a quand même des éléments où ça tilte, où forcément ça commence à chauffer. L'immobilier, déjà. Il faut savoir qu'aux États-Unis, en certains endroits, alors, on essaie de généraliser, mais malheureusement, on prend toujours les exemples des grandes villes qui sont les villes de référence en matière d'immobilier. Alors, c'est New York, Miami, Los Angeles, etc. Oui, le marché est toujours, je dirais, au plus haut de ce qu'il peut être, mais il faut savoir quand même que, je prends l'exemple de New York, à New York, il faut savoir que vous avez presque 13 000 appartements dans Manhattan qui sont vides. Ce sont des appartements qui sont gérés par l'État. Parce que vous avez le marché locatif privé, mais vous avez aussi des biens qui appartiennent à l'État fédéral ou à la ville qui les mettent en location. Ce qui en général est une bonne chose parce que c'est souvent des loyers plutôt modérés qui sont bien en dessous des loyers du marché qu'on peut trouver à New York. Sauf que le problème, c'est que pourquoi ils sont vides ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'entretien, parce que les appartements sont vieillots, sont vétustes. Bref, ils sont, voilà, même certains qui sont littéralement, je dirais, à la limite de l'insalubre. Mais on continue à construire. Et d'ailleurs, même la ville à côté de chez moi, qui est Charlotte, à Charlotte, on construit. On construit. Il y a même un immeuble du centre-ville qui est un immeuble qui fait partie du patrimoine, qui était un immeuble de bureaux. Vu que l'armateur, enfin le propriétaire de l'immeuble, les entreprises qui louaient les surfaces ont arrêté leur bail, il a décidé de transformer ça en appartement. Alors évidemment, pas en appartement pour de la classe moyenne, des appartements de luxe. Et je vous l'avais déjà dit, les appartements des nouveaux buildings qui sont construits à Charlotte en tant que building d'habitation, pour le prix qu'ils vendent, c'est vendu, c'est pour propriété, donc copropriété avec tous les frais que ça implique. Pour le même prix, vous avez une super baraque avec 3 ou 4 chambres, 2 salles de bain en bord de lac, 20-30 minutes de Charlotte. Donc c'est-à-dire que la clientèle qu'on essaie de toucher pour vendre ses appartements, elle a les moyens d'aller tranquillou d'aller acheter une maison en bord de lac. Enfin, je sais pas, moi, on vous donne la possibilité soit d'habiter dans un appartement avec une chambre ou 2 chambres, 2 chambres grand maximum, une salle de bain. Pour le même prix, une maison avec 3 ou 4 chambres, 2 salles de bain, voire 3 en bord de lac. Je pense qu'à mon avis, on est tous d'accord qu'on choisit la maison. Donc, le marché de l'immobilier, il est relativement instable en ce moment aux États-Unis, même si, encore une fois de plus, vous avez des villes où ça reste relativement stable. Par contre, vous avez des villes qui, comme celle dans laquelle je vis, où l'immobilier est en train de grimper. Pourquoi ? Parce que y a de la demande. Comme je vous avais montré, un chantier pour tout un lotissement, etc. Donc ça construit de partout. Donc l'immobilier, si vous voulez, ça dépend des endroits, ça dépend des États, ça dépend des villes. Si ce n'est qu'en effet, aujourd'hui, il y a des États qui n'étaient pas des États très prioritaires, qui n'étaient pas des choix premiers pour migrer pour les Américains. Et aujourd'hui, ce sont des États qui commencent à se frotter les mains parce qu'ils se rendent compte qu'il y a beaucoup d'Américains qui sont en train de quitter un certain nombre d'États tels que, comme je l'avais dit, New York, Pennsylvanie, Ohio, Michigan, Wisconsin, Illinois et même la Californie, l'Oregon et l'État de Washington pour diverses raisons. Mais néanmoins, le marché de l'immobilier repose là-dessus,
tous des aspects financiers, mais comme ça, c'est assez régulier, irrégulier, etc., mais que malheureusement, vous avez beaucoup d'entreprises qui ont mis toutes leurs billes dans les endroits où les prix se sont envolés, bah là, vu que les prix commencent à se tasser, bah forcément, vous avez des répercussions. Alors attention, les entreprises ne vont pas faire faillite demain. Mais en revanche, comment elles vont faire pour expliquer à leurs actionnaires que, au niveau des dividendes, il va peut-être falloir commencer à penser qu'on va peut-être moins vous verser de dividendes dans les années à venir parce que on a des activités qui ont fâcheuse tendance à se tasser. Ça, évidemment, vous ne pouvez pas le dire. Donc, il faut créer des marchés. Il faut créer des marchés, il faut créer de la demande pour construire l'offre. Et là, vous arrivez, alors je vous avais déjà expliqué, l'écologie. L'écologie, le marché de l'écologie, qui est un marché. Tout le marché de l'éolien, du photovoltaïque, des taxes carbone, etc. Parce que oui, je rappelle quand même que depuis l'accord de Kyoto, vous avez ce qu'on appelle le marché carbone. Je l'avais déjà expliqué, je le réexplique pour ceux qui n'ont toujours pas compris. Chaque année, les pays ont un quota carbone qui leur est attribué. Certains pays ont un quota carbone qu'ils n'ont pas usage ou qu'ils n'utilisent pas. Donc l'excédent de taux de carbone qu'ils ont, ils le revendent sur un marché qu'on appelle le marché carbone. Et ce qui fait que les États-Unis, la France, la Chine, la Russie, qui ont des quotas carbone, rachètent du quota pour pouvoir mettre plus de CO2 dans l'atmosphère. Business is business. Rien n'est gratuit. Et encore moins, rien n'est moral. Donc pour revenir à Macron qui invite un certain nombre de membres de présidents de partis politiques, y compris donc le Rassemblement national, alors évidemment tout de suite à l'extrême gauche, oui voilà c'est la preuve que Macron est en train de se droitiser à l'extrême, etc. Mais le problème c'est que trouvez-moi un argument du Rassemblement national qui correspond à un retour à la souveraineté. Il n'y en a pas. Ah, vous pouvez chercher, il n'y en a pas. Sortir de l'Union européenne? Non. Le Rassemblement national ne sortira pas de l'Union européenne. Donc si tu ne sors pas de l'Union européenne, tu ne retrouves pas ta souveraineté. Donc se faire passer pour des souverainistes, alors qu'en réalité ils ont eu un programme qui n'est pas du tout dans cette optique, vous comprenez le foutage de gueule ou pas? Et donc, le fait que Macron ait invité ces personnalités politiques, est-ce que quelque part, il ne nous prépare pas un trou de Trafalgar? Un coup de Trafalgar où il s'arrangerait de quelques alliances politiques pour pouvoir retrouver une certaine majorité absolue à l'Assemblée nationale, sans, à un moment donné, écarter la possibilité de faire quelques compromis, quelques concessions sur le plan idéologique, sur le plan politique, etc. Alors là, j'ai envie de dire, c'est un peu de la science-fiction. Parce que si Macron fait une dissolution de l'Assemblée nationale, il y a de fortes chances qu'il prenne quand même un risque que ne retrouve pas comment on appelle ça, de majorité absolue, qui plus est même peut-être perdre une majorité et se retrouver à devoir faire un gouvernement de coalition, de cohabitation, comme on dit. Alors c'est un peu compliqué de se dire, mais qu'est-ce qu'il cherche le Titi? Qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Parce qu'il le sait, de toute façon, il est mort. Son gouvernement est mort, et la rentrée, il suffit d'une pichenette, il suffit qu'on mette le feu aux poudres pour que la situation devienne complètement ingérable. Alors en plus, avec les problèmes d'insécurité qu'il y a en ce moment, en plus avec tous les problèmes qu'on a déjà traités dans des différentes vidéos précédemment, la situation est extrêmement compliquée.
qui plus est, ce dont vous n'avez pas conscience, ce dont vous ne savez pas, concernant la situation des marchés internationaux, concernant la finance, concernant la situation des banques, concernant la situation financière, économique, sociale d'un certain nombre de Français. Parce que oui, on vous dit oui, le chômage a baissé, oui, et derrière, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend qu'il y a eu quand même pas mal de gens qui ont été sucrés des listes. Enfin, je ne vous explique pas le truc, ça fait depuis des années de toute façon, même des décennies, que les gouvernements successifs s'amusent à faire ce petit jeu. Donc il y a un moment donné où en effet, peut-être qu'il y a beaucoup de Français qui vont être très regardants sur ce qui va se passer aux États-Unis l'année prochaine, pour savoir est-ce que Biden va être réélu ou est-ce que Trump va être élu. Si Trump est réélu, ça enverrait peut-être un mauvais signe pour notre élite. Et à partir de là, l'échéance électorale, donc d'ailleurs actuellement, vous avez vu, on vous le vend, mais on vous le vend au forceps, le Édouard Philippe. Le Édouard Philippe, vous allez en manger jusqu'en 2027, moi je vous le dis. De toute façon, ils veulent vous le vendre. Le mec, de toute façon, il a fait le Bilderberg, donc il a été adoubé. Donc c'est celui sur lequel ils vont compter pour rassembler les droites, pour être le successeur de Macron. Et finalement, continuer la politique de Macron, voire peut-être Macron commencer à mettre le feu aux mèches, et puis laisser Édouard Philippe gérer la merde. Ça, c'est un petit peu mon sentiment. Je pense que Édouard Philippe, est-ce qu'il est conscient qu'en réalité, c'est sur lui que toute la merde va reposer. Tout va lui exploser à la gueule. Donc c'est bizarre. C'est bizarre parce que le petit Macron, quand il a des idées derrière la tête, il ne l'a pas où je pense. Et en règle générale, au moment où il commence à mettre en place sa petite stratégie, je ne fais pas un dessin pour savoir qui sont toujours les baisers dans l'histoire. D'autant plus que Borne a déjà annoncé la couleur qu'il va y avoir encore de l'usage du 49.3. J'ai envie de dire, ben oui, mais de toute façon, qu'est-ce que vous voulez ? Vous avez manifesté contre les 49.3 pour la réforme des retraites. Et le résultat, il est où ? Il est où que la loi était mise en place, qu'elle a déjà appliquée. Donc du coup, manifester, est-ce que ça sert encore à quelque chose ? Pas à grand-chose. Si ce n'est peut-être permettre à des gens de foutre le bordel dans la rue, de sortir la faune des banlieues, de sortir les casseurs, de sortir les antifas, les black blocs, etc., etc. Mais manifester pour exprimer un mécontentement ou un désaccord vis-à-vis d'un gouvernement, je pense que maintenant, vous avez compris que la seule réponse du gouvernement, c'est le bras d'honneur. Si ça, vous ne l'avez pas encore compris, et par conséquent, si un gouvernement n'écoute plus le peuple, eh bien, il est tout à fait capable de faire ce qu'il veut. Usage du 49.3 pour tout et n'importe quoi. Qui plus est, même si Édouard Philippe, quand ils vont commencer à sonder un petit peu, ils vont se rendre compte que personne n'en veut et que Marine Le Pen pourrait en effet, cette fois-ci, passer, ils vont truquer les élections. Mais Mais attendez. Qu'est-ce que vous voulez qu'il en empêche ? S'ils ont envie de truquer les élections, ils le feront. Vous ne pourrez pas l'éviter. Vous pourrez l'éviter seulement si vous reprenez le pouvoir. Là, dans ce cas-là, oui. On change la Constitution, on crée une nouvelle République, on fait des arrestations à droite à gauche, on met tout le monde devant la justice pour répondre de leurs actes, de ce qu'ils ont fait en matière de corruption, en matière de fraude, en matière de foutage de gueule. Mais tant que vous n'aurez pas fait ça, là, la porte est ouverte pour leur permettre de faire ce qu'ils veulent. Au détriment même des instances, au détriment même du Conseil d'État, ou au détriment même du Conseil constitutionnel.
Parce que le Conseil constitutionnel, je rappelle, le Conseil constitutionnel a validé l'état d'urgence sanitaire, et donc le Conseil constitutionnel a validé l'existence de deux statuts distincts dans la société française, le citoyen vacciné et le citoyen non vacciné. Donc à partir de là, la République, elle est morte. C'est fini, c'est terminé. Maintenant, vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Maintenant, vous n'avez plus que le temps de la réflexion, le temps de la préparation, essayez de vous réfugier dans des endroits où vous serez moins touché, essayez d'être autonome, etc. Ce qui rejoint ce que je vous ai dit sur la vidéo où quitter les villes. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Parce que ce que vous voyez en ce moment sur le plan économique et social en France, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ce qu'il y a en dessous, je peux vous dire que les banques, elles sont toutes les grosses banques, elles sont dans le trou. Qu'il ne faut pas qu'il y ait une crise financière. D'ailleurs, il y en a déjà une. Actuellement, il y a une crise financière, mais ils essaient d'éponger. Je le rappelle, vous avez quand même des banques aux États-Unis qui ont fait faillite, au point que ça a obligé l'État dans lequel la banque est statuée, voire même l'État fédéral, à éponger les dettes. Ou arranger ou trouver dans l'urgence une autre banque prête à racheter la banque qui est en train de faire faillite. Vous vous souvenez de la Silicon Valley Bank ? Ah oui, on vous a dit oui, c'est une banque, elle a fait faillite. La Californie a nationalisé plus ou moins la banque pour ensuite la dépecer et revendre par petits bouts, etc. Mais il y a un moment donné où l'État fédéral ou l'État même des États-Unis ne va pas avoir les moyens, ou à un moment le contribuable il va dire non mais attendez, oh. Ils nous saignent aux 80 depuis des décennies et maintenant il faudra les aider. C'est eux qui ont endetté les 2/3 de la population américaine, c'est eux qui ont endetté des gamins en leur faisant miroiter monts et merveilles pour avoir des crédits étudiants et qui maintenant sont endettés jusqu'à la fin de leur vie. Quand je dis endettés jusqu'à la fin de leur vie, je n'exagère pas. Je vous rappelle que ma femme, quand elle était jeune, elle a fait des études de vétérinaire à Michigan State. Elle a fait un emprunt étudiant et qu'elle continue à rembourser. Elle a plus de 50 ans. Donc vous imaginez, dans les années 80, aujourd'hui, de toute façon, je rappelle, la stratégie américaine de l'État fédéral, ou tout du moins de l'État profond, c'est l'asservissement du peuple américain, ou tout du moins l'asservissement de la majeure partie du peuple américain par la dette. Endetter systématiquement n'importe quel Américain. C'est-à-dire que même un Américain qui naît au moment là où je claque des doigts, il faut qu'il ait déjà de la dette. Avant même qu'il soit inscrit à l'état civil, il est déjà endetté. Alors vous allez me dire, non, t'exagères. Ben non. Si les parents sont endettés, sont surendettés, la dette, si jamais les parents disparaissent, la dette se reporte sur les enfants. Ah ben oui. Non mais, elles sont pas folles les banques. Les banques, elles vont pas s'asseoir sur une dette sous prétexte parce que les personnes sont décédées ou sous prétexte parce que la personne s'est suicidée. En règle générale, après les obsèques, etc., il y a un agent qui vient voir les descendants et qui dit voilà, excusez-moi, mais je sais, je compatis à votre douleur, mais vous comprenez que vos parents ont contracté des dettes pour la maison, pour les 2 voitures, etc. Donc malheureusement pour vous, la loi fédérale dit que vous êtes désormais les héritiers directs de vos parents, mais vous héritez pas seulement des biens, vous héritez aussi des dettes. Eh oui. Système ultralibéral, ça marche comme ça. Donc c'est pour ça que les Américains
il y a une fracture, hein, il y a une fracture entre ceux qui aujourd'hui commencent un petit peu à remuer la queue parce qu'ils sont plus d'accord. Alors là, évidemment, tout de suite, on les traite de conservateurs, de religieux, de trumpistes, de complotistes, etc. Dont d'ailleurs, on a appris que l'un des fondateurs et chef des Proud Boys a été condamné à 22 ans de prison. 22 ans de prison. Pourquoi ? Pour le fameux 6 janvier. Sauf le problème, c'est que le mec, il n'était pas là le 6 janvier. Mais parce qu'il est responsable de l'organisme Proud Boy, on considère qu'il est responsable. Et donc, en tant que responsable, pouf, c'est lui qui mange. Alors, je pense que malheureusement, et ça on le voit sur les réseaux sociaux, hein, là, actuellement sur l'Ukraine, ça devient débile. Là j'ai vu récemment l'interview sur C'est à vous de Sarkozy avec le petit Cohen qui commence à... Il y a Sarkozy qui explique pourquoi il a dit ça, pourquoi il a pensé ça, etc. Et tout d'un coup il y a Cohen qui ramène sa fraise, etc. Et Sarkozy a dit qu'est-ce que vous voulez, donc vous voulez qu'on continue à envoyer des gens à la mort ? 1 demi-million de morts aujourd'hui. L'Ukraine, c'est 1 demi-million de morts. Souvenez-vous, depuis très longtemps, je le dis, il va y avoir un moment où les Ukrainiens, il va plus y avoir suffisamment d'Ukrainiens à envoyer au front. Là, il paraît que ils commencent à faire de la conscription pour les femmes ukrainiennes. Donc le petit Cohen, quand il commence à ramener sa fille, oui, mais faut libérer l'Ukraine, etc. Mais oui, non, mais attendez, libérer l'Ukraine. Comment on fait ? Continuer à envoyer de l'argent, des armes, des avions, mais il y a un moment donné, il n'y aura plus de soldats ukrainiens pour mettre dans les avions et mettre dans les chars. Donc on fait comment ? Il n'y a pas 36 000 solutions. Hein. C'est soit on trouve un accord avec la Russie, et donc de fait, et c'est pour ça que ça dérange énormément l'intelligentsia parisienne, pro-Ukraine, quand Sarkozy dit qu'il faut trouver un accord maintenant. Un accord, évidemment, avec des consensus, des compromis. Ah non, surtout pas. Il faut surtout pas... Non, la Crimée et le Donbass, il faut tout récupérer. D'accord, ok, pas de problème. On récupère. Comment ? Comment vous voulez récupérer l'Ukraine ? Non mais, s'il y en a un là, parmi vous qui me dit oui, mais la Russie a attaqué l'Ukraine, il est hors de question que la Russie... Je vous pose la question. Comment vous faites pour récupérer l'Ukraine, récupérer la Crimée et le Donbass ? L'OTAN. Donc on envoie des Américains, alors je vous le dis tout de suite, les Américains, c'est pas eux qui iront en Ukraine, c'est vous. C'est votre fils, c'est votre fille. Ce sera la France, l'Allemagne, ce sera l'Union européenne qui va faire de la conscription pour du volontariat au départ, hein, mais qui veut aller se battre en Ukraine ? Ah, certainement pas ceux qui ont leur petit drapeau ukrainien sur Twitter, hein, enfin X. Pas ceux qui te balancent de la merde dans la gueule parce que tu as osé poser une question qu'il ne faut pas poser. Les mêmes d'ailleurs qui ont craché sur Sarkozy quand il a exposé son point de vue. Puisque apparemment, ça c'est comme le wokisme, hein, tu n'as pas le droit de poser de questions, tu n'as pas le droit d'exposer ton opinion. Donc la question, moi je la pose. Vous faites quoi ? Est-ce que vous êtes d'accord pour aller guerroyer, pour libérer l'Ukraine contre la Russie ? Alors là, je peux vous dire que je pense qu'à mon avis, il y en a un gros paquet qui vont dire « Ouais, moi je suis prêt à partir, il n'y a pas de problème. » Et en réalité, vas-y, je vais me planquer parce que c'est envoyer les autres, envoyer les populeux, là, envoyer les gueux, envoyer la chair à canon. Mais moi, je fais partie de l'élite. Moi, je suis le petit bourgeois prout-prout. Moi, je suis le bobo gaucho qui hurle contre ceux qui osent poser des questions, osent avoir une opinion sur l'Ukraine, parce que moi, je veux que l'Ukraine soit libérée. Je veux que Poutine soit assassiné. Je veux qu'on démantèle la Russie. Allons-y, éclatons-nous. On fait comment ?
Parce que là, je vous dis un truc. Si la Russie n'avait pas l'arme nucléaire, mais il y aurait déjà longtemps que la Russie n'existerait plus. Hein. Il y aurait déjà longtemps qu'on aurait déboulé à Moscou, à Saint-Pétersbourg, et qu'on aurait placé nos petites démocraties fantoches. Alors même ça, même le simple fait de dire ça, t'as des tarés qui vont te dire, de toute façon, toi t'es un pro-Poutine. C'est pas une question d'être pro-Poutine, c'est une question, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux la Troisième Guerre mondiale ? Dis-le, assume-le. Dis à toute ta communauté sur tes réseaux sociaux, je veux la Troisième Guerre mondiale pour sauver l'Ukraine. Dis-le. Mais ne te cache pas derrière les autres pour dire il faut libérer l'Ukraine, il faut libérer la Crimée, il faut restituer le Donbass à l'Ukraine, faut envoyer de l'argent, faut envoyer des armes, etc. Parce que moi je te le dis, mais tes armes, tes chars, tes avions, il y a un moment donné où il n'y aura plus assez de soldats ukrainiens. Qu'il n'y aura pas assez de soldats des contingents internationaux. Donc il va bien falloir à un moment donné qu'un pays ou un ensemble de pays se dévoue. Se dévoue à envoyer des militaires, etc. Alors, la France, est-ce que la France enverra des militaires ? Oui, elle pourra envoyer des militaires. Sauf que je rappelle quand même qu'on n'en a pas de façon illimitée des militaires. Et puis en plus de ça, comme on a dématérialisé beaucoup d'outils de l'armée française, parce que là on est maintenant dans l'armée technologique. Oui, alors l'armée technologique c'est bien, d'envoyer des drones c'est bien, mais l'Afghanistan, l'Irak, est-ce que vous avez tiré des leçons ou pas ? Non, parce que les drones, on s'en est servi en Afghanistan. Pour quel résultat ? Est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin ou de vous rappeler, mémoriser le fait que les Américains sont partis d'Afghanistan ? Parce que même avec toute leur technologie, finalement, ils ont échoué. Donc si vous voulez, moi c'est simple d'esprit qui essaye de jouer sur l'émotionnel, la sensiblerie, oui, la Russie, machin, blablabla. Il y a même une journaliste qui a quand même des origines russes. Quand je lis ces tweets, mais j'ai l'impression de lire un texte d'un membre du parti soviétique, du politburo soviétique. La diabolisation de l'autre. Les Russes. Tous les Russes sont mauvais. C'est bizarre parce que vous êtes bien contente quand même de trouver à Moscou, à Saint-Pétersbourg, des Russes progressistes, des associations, etc., qui n'aiment pas Poutine, qui veulent lutter contre Poutine, etc. C'est des Russes pourtant. Et pourtant, quand vous faites l'amalgame, le cliché sur les Russes, vous leur crachez dessus. Et vous êtes débiles. Ou alors vous prenez vraiment les gens qui vous lisent pour des cons. Je vois pas d'autre solution. Donc vous voyez, le problème c'est qu'à un moment donné, cette histoire du dîner de Macron, ça rejoint tout le reste. C'est, mais pourquoi ? Ou alors est-ce que c'est juste pour se faire mousser, pour faire plaisir aux Français en disant, vous voyez, je dialogue avec l'opposition. Et qu'en réalité, j'en ai rien à foutre, je vais continuer une politique de destruction du pays. Mais dans ce cas-là, moi, les gens qui ont été à ce dîner, et donc Bardella, quand tu sais que Macron, c'est le liquidateur de la France, pourquoi tu vas à ce dîner ? Dans quel but ? Pour te faire mousser, pour lui faire plaisir ? Je ne sais pas ce qui vous réserve le Macron, mais moi je peux vous dire qu'en règle générale, j'ai un instinct qui ne m'a jamais trompé. Et là, je peux vous garantir une chose, c'est que d'ici avant la fin de l'année, mais il vous prépare un coup de pute, mais comme vous ne pouvez même pas l'imaginer.
d'ici là, on verra bien. Et d'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Vous voyez, les choses évoluent. Hein. J'ai traité un petit peu tous les multiples sujets, etc. Pour essayer de vous alerter, vous dire attention, danger. Parce que là, il y a des trucs qui sont en train de se passer, que des médias ne vous disent pas, ne vous parlent pas. Et tout est lié, hein, de toute façon. Il ne faut pas se mentir. Donc, d'ici qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien.